Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20. Nous sommes ensemble pour une heure d'information. À 19h30, ce sera votre édition nationale avec au sommaire Maurice Sagnelet qui retourne en prison. Il a été jugé coupable de l'assassinat d'Agnès Leroux avec préméditation. 37 ans après les faits, l'ex-amant a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Et puis 2% d'augmentation sur nos factures d'électricité. Ce n'était pas suffisant pour le Conseil d'État qui a décidé une nouvelle hausse rétroactive. Celle-ci annule la décision du gouvernement Ayrault il y a 2 ans. Et tout de suite, votre journal régional avec à la une, pollueurs et payeurs, la sérieuse menace qui pèse sur la France. L'Europe va faire payer la pollution, une décision applicable après les élections européennes. Un atelier de fonderie d'or clandestin qui servait à recycler le fruit de nombreux braquages vient d'être démantelé par la police dans un foyer africain de Montreuil. Et puis avec vous, Jean-Laurent Serra, dans Capital Culture, nous fêterons les 40 ans de l'Orchestre d'Île-de-France. C'est un bel anniversaire, effectivement. Depuis 40 ans, effectivement, l'orchestre diffuse et rend accessible le répertoire classique au plus grand nombre. 10 000 enfants de banlieue profiteront encore cette année des concerts de l'orchestre ou encore de ses actions pédagogiques. Nous les avons suivis en plein travail, Jean-Noël. Merci Jean-Laurent, voici la fin du journal. Mais pour commencer, je vous le disais à l'instant, la pollution qui risque de nous coûter cher. La Cour européenne de justice a décidé de faire payer la France. Si ce n'est pas immédiat, c'est en tout cas une menace sérieuse applicable après les élections européennes. Abdeljoudi avec Pierre-Julien Kiers. En matière de pollution, la France est en queue de peloton des pays européens. Avec 44 jours de dépassement pour les particules fines depuis le 1er janvier, la France est dans le collimateur de Bruxelles. Pour preuve, cette carte du site officiel de l'Union européenne qui pointe les pics de pollution en Europe. L'Europe nous demande de ne pas dépasser le 50 microgrammes par mètre cube en moyenne sur la journée et on a une tolérance de 35 jours. Nous attendons le bilan 2013 et pour le moment on est en cours de 2014. Mais depuis que cette réglementation est en place, depuis 2005, tous les ans nous dépassons ce critère. Un critère qui risque de coûter cher aux contribuables français. L'amende, d'après le ministère de l'écologie, serait de plusieurs dizaines de millions d'euros, sans compter une astreinte quotidienne de près de 300 000 euros. Mais au-delà de la contravention européenne, ce sont les chiffres de l'impact sanitaire qui frappent. D'après l'OMS, la pollution entraînerait la mort prématurée de 42 000 personnes en France. C'est le fait qu'on vive maintenant dans Paris de manière naturelle, et je mets naturelle entre guillemets, avec des enfants qui ne peuvent plus sortir dans les cours d'école, avec des personnes âgées auxquelles on explique qu'il faut qu'elles restent chez elles, et des gens qui font du sport, on dit bah non, il faut arrêter de courir. Donc c'est absolument stupéfiant. Tout ça pour laisser les pollueurs continuer à polluer. Premier polluant pointé du doigt, les moteurs diesel qui équipent 60% du parc automobile et pèsent pour un quart des pollutions de particules fines. Subventionné depuis des années par les gouvernements successifs, il coûte à l'État près de 7 milliards d'euros de pertes de recettes fiscales, d'après la Cour des comptes. L'actualité, c'est aussi la police qui a mis la main sur une fonderie clandestine cachée dans un foyer africain à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Cet atelier servait à recycler le butin de nombreux braquages, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Norbert Cohen avec Nedim Lonkarevitch. Cet homme nous désigne ce local. C'est ici, derrière ces murs, que se trouvait un petit atelier de fonderie d'or clandestin, à quelques mètres des habitations de ce foyer africain. C'est le groupement de répression du banditisme du 93, assisté des douanes, qui est intervenu mercredi pour démanteler ce réseau après quelques mois d'enquête. Ils ont trouvé en effet un réseau complet, à savoir que vous aviez donc un réseau d'approvisionnement, aussi bien de vol que de vol par salarié ou de vol sur des personnes physiques directement. Une transformation du métal, bon ça le principe de la fonderie, mais surtout après une retransformation de ce métal à nouveau en bijoux par un maître orfèvre. Et ça en effet, ça vous permet de faciliter grandement, on va dire, la revente de vos différents larcins. L'affaire démarre en avril 2013. Les policiers suivent la piste de vol dans des bijouteries situées dans des centres commerciaux. Un employé est repéré et les investigations permettent d'interpeller un receleur âgé de 45 ans et un forgeron d'origine malienne qui, lui, nie les faits. Les deux hommes ont été déférés au parquet et placés sous contrôle judiciaire. Mais pour les enquêteurs, le bilan est maigre, 8 grammes d'or, 5 kilos d'argenterie et 3 kilos de bijoux divers.
Au chapitre de l'emploi, l'usine Renault de Flins dans les Yvelines s'apprêterait à supprimer l'une de ses 2 équipes de production et par là même 400 emplois d'intérimaires. C'est une information du quotidien Les Échos qui arrive 1 an après l'accord de compétitivité qui a permis de baisser le coût du travail grâce aux efforts des salariés. Les explications de Michel Rey et de Daniel Petit-Queno. L'information publiée aujourd'hui dans Les Échos n'a pas surpris grand monde à Flins. D'après le journal économique, la direction de Renault envisage de supprimer en septembre l'une des 2 équipes de production sur son site des Yvelines. À la clé, 400 emplois intérimaires. On fera avec, on trouvera du travail ailleurs, et puis voilà. 10 ans que vous êtes intérimaire ? Ouais. Et alors vous allez faire comment là si on vous supprime votre poste ? Ah, c'est pas. La majorité des salariés que nous avons rencontrés aujourd'hui ont préféré ne pas s'exprimer devant notre caméra. Les syndicats, eux, sont partagés. Pour FO, la baisse des ventes automobiles oblige le constructeur à réduire sa voilure. Flins est en concurrence avec d'autres sites Renault. Le départ des intérimaires lui permettrait de rester compétitif et éviterait à tous le chômage technique non rémunéré. En plus, on n'arrivera pas au volume imposé, c'est-à-dire les 110 000, donc il y aura nécessité de faire des heures supplémentaires, donc une augmentation du pouvoir d'achat. Donc finalement, les vraies victimes, si ça se fait, ce seront les intérimaires. Pour la CGT, au contraire, la suppression d'une équipe sur Flins n'est pas acceptable 1 an après la signature de l'accord de compétitivité. L'accord de compétitivité devait nous sauver. Ils nous ont volé 18,5 jours de congé. En contrepartie, nous devions avoir de l'activité et des volumes. Eh bien, résultat, ils parlent maintenant de supprimer une équipe. Ça veut dire mettre à la rue 400 intérimaires. C'est révoltant dans la période que des gens se retrouvent sans boulot. Et d'autre part, ça voudra dire que ceux qui vont rester, eh bien, ils vont avoir des conditions de travail de dingue. La direction n'a pas répondu à notre demande d'interview, mais elle rappelle que même avec une seule équipe, le site de Flins produirait quelques 110 000 voitures par an, le minimum d'activité prévu dans l'accord de compétitivité. Et on passe maintenant à la politique avec le retour de Pierre Bédier à la présidence du Conseil général des Yvelines. C'était ce matin à Versailles. C'est un comeback car le conseiller général de Mantes-la-Jolie a été, je vous le rappelle, inéligible pendant 5 ans pour corruption passive et abus de biens sociaux. Il a été donc élu ce matin avec 26 voix contre, 26 voix pour et 9 contre de l'opposition. Antoine Marguet avec Jean-Yves Blanc. C'est le retour du capitaine des Yvelines, l'UMP. Pierre Bédier retrouve son siège de président du Conseil général. En fidèle lieutenant, Alain Schmitt a démissionné pour lui laisser la place. Dans la vie, lorsqu'on fait partie d'une équipe, il faut savoir interchanger les places à des moments donnés. Il y en a qui jouent, c'est un peu comme au PSG, il y en a qui jouent un peu plus devant, d'autres qui jouent un peu plus derrière, et puis voilà. À gauche, on dénonce surtout un déni de démocratie et de petits arrangements entre amis. Les conseillers généraux sont là pour répondre aux besoins des habitants. Les besoins, ce sont les besoins sociaux, c'est les besoins en termes d'emploi, en termes d'éducation, en termes de transport, en termes de logement. La séance à laquelle on assiste, c'est tout le contraire. C'est simplement un changement d'homme dans un contexte qui n'est pas tout à fait normal. Dans son discours, Pierre Bédier, l'homme de Mantes-la-Jolie, a surtout voulu défendre les départements et a insisté sur leur utilité et leur proximité. Une réponse à Manuel Valls qui promet leur suppression à l'horizon 2021. En revanche, pas question pour lui d'évoquer sa condamnation pour corruption passive, un épisode douloureux qu'il veut mettre derrière lui. Il est capable de fédérer toutes les générations avec le partage de son expérience et puis surtout être une véritable courroie de transmission. Là, on l'a souvent montré injustement comme une chaîne de déraillement. Un retour aux affaires chahuté. 700 agents du Conseil général en ont profité pour attirer l'attention du nouveau président sur la réduction des effectifs. Il dénonce le projet de suppression de 75 postes dans les 3 prochaines années. Une manifestation dont se serait bien passé le nouveau président du Conseil général des Yvelines. Et puis notez bien que demain, dans Samedi Politique, dans le journal à la mi-journée, nous recevrons le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin. La guerre est repartie entre le nouveau maire UMP d'Asnières, Manuel Aeschlimann, et son prédécesseur, le socialiste Sébastien Pietrasanta. Le nouveau maire accuse l'ancien d'avoir emporté des disques durs, des ordinateurs appartenant à la commune. Reportage de Nicole Bappel avec Pierre Lassus.
Sur ce bureau de la mairie d'Asnières, 7 ordinateurs fixes désossés, quelques portables, mais plus de disques durs. Le maire sortant PS Sébastien Pietrasanta a voulu faire place nette pour son successeur UMP, Manuel Aeschlimann. Un peu trop au goût de ce dernier, car c'est la mémoire de 6 années de mandature qui s'est éclipsée ces derniers jours. Il y a l'effacement des données qui est quelque chose de grave parce que ça nous empêche de travailler dans de bonnes conditions. Et puis il y a aussi le fait d'avoir emporté ce matériel qui n'appartient pas à l'ancien maire. C'est du matériel municipal et prendre 14 disques durs de 14 ordinateurs d'une propriété communale, c'est aussi quelque chose qui pose vraiment problème. Les faits sont constatés par huissier il y a 4 jours. L'affaire s'ébruite. 3 disques sont rapportés à la mairie, puis aujourd'hui 5 autres. L'élu sortant se défend. Il parle d'un accord pris avec le nouveau maire, alors que leurs relations sont plutôt conflictuelles. Mais il y avait de l'agenda, il y avait des messages, comme je l'ai dit, de sympathie d'Asniérois, de cadres et d'agents de la ville. Donc voilà, c'était des choses qui sont personnelles ou qui sont confidentielles par rapport à une éventuelle chasse aux sorcières. Donc voilà, c'est une façon de protéger les agents. La campagne électorale a été plutôt houleuse à Asnières. 70 voix ont départagé les 2 candidats. Le perdant, Sébastien Pietrasanta, a déposé un recours. Finalement, pour les Asniérois, la querelle électorale n'est pas terminée. Je suis étonné. Je ne sais pas, est-ce qu'il a le droit de faire ça? J'en sais rien. Ça donne cette impression qu'il y avait des choses qui étaient cachées. C'est peut-être pas le cas. Alors pour ne pas rester sur une mauvaise impression, il faudra peut-être vérifier. Je trouve que ça n'arrange pas l'image de la ville et de la municipalité. Pour l'heure, aucune plainte n'a été déposée par Manuel Aeschlimann, le nouveau maire. De son côté, Sébastien Pietrasanta a promis de restituer tous les disques durs nettoyés. 600 000 emplois attendent toujours des candidats. Si le chômage augmente en France, l'offre ne répond pas toujours à la demande. Il y a une pénurie de scientifiques dans le secteur de la recherche. Pour encourager les vocations, Bouge la Science, une association d'étudiants ingénieurs de Cergy, a organisé un forum. Tania Ouatine avec Stéphane Nisny. Bonjour Cher, comment ça va? Ça va bien et toi? Cher est en 3e, il n'avait encore jamais parlé à un robot. Cette collégienne, elle, donne le rythme de marche à une drôle de machine. Un peu plus loin, c'est Franck, étudiant, qui montre cette invention collective, un kart électrique réalisé par des élèves de l'NCA, école d'ingénieurs de Cergy. Eran, 14 ans, n'en revient pas. Je me disais que c'était que des gens qui ont fait des grandes études qui peuvent faire ça, mais là, ça a été réalisé par les élèves de 2e année, 1re année, et c'est carrément ouf. Démystifier la science, la rendre amusante, voilà le but de ce forum. Ici, on produit de l'électricité statique en frottant un bout de tuyau sur ses cheveux. Là, ce sont des lunettes polarisantes qui permettent de voir un dessin animé sur un écran blanc. Surpris par toutes ces expériences, certains collégiens se découvrent une nouvelle vocation. Avant, je voulais faire comptable et puis ça a changé quelque chose parce que là maintenant ça me donne plus envie de devenir ingénieur. Et voilà, je vais essayer de faire les études. Sur les 200 collégiens venus à ce forum, certains sont en zone d'éducation prioritaire. Une cible parfaite pour les organisateurs, une association étudiante d'aide aux devoirs pour publics défavorisés. On peut montrer à ces élèves-là qu'eux aussi peuvent accéder à la science, ils peuvent devenir ingénieurs, médecins, tout ce qu'ils veulent. Il suffit juste qu'ils le veulent eux. Voilà. Il ne faut pas qu'ils se disent que moi je ne suis pas fait pour ça. Tout le monde peut le faire. Grâce à l'ouverture de nombreuses écoles d'ingénieurs, les formations scientifiques sont moins élitistes qu'autrefois. Elles permettent de trouver rapidement du travail et surtout de faire dire ce que l'on veut à des petits robots. Tous les soirs, je regarde France 3. Et cela nous amène à 19h11 à suivre dans ce journal. Un week-end fleuret-moucheté. Melun sera ce week-end la capitale avec les 8 meilleurs internationaux. Nous avons rencontré le seul participant francilien, il s'appelle Luc Montblanc. Et puis, moines et combattants, ce n'est pas contradictoire. Les moines Shaolin vous donnent rendez-vous au Trianon sur les flancs de la butte Montmartre à Paris. C'est dans un instant et c'est dans Capital Culture. Mais avant cela, la belle performance du PSG handball hier soir qui s'est imposé face à Nantes 30-28 lors de la 21e journée du championnat de France. Cette victoire à l'arraché permet aux Parisiens de revenir à la 2e place à égalité avec Montpellier et à 3 points du leader Dunkerque. Sachez que dimanche, le PSG affronte Toulouse en quart de finale de la Coupe de France.
Donc Melun est capitale mondiale de l'escrime ce week-end. C'est là qu'a lieu le Master de Fleuret. Les 8 meilleurs internationaux de la discipline sont réunis. C'est un plateau exceptionnel avec un seul fleurettiste francilien. Présentation de Farid Benbekay et Philippe Aliès. C'est devenu un rendez-vous incontournable où chaque fleurettiste entend se rendre au moins une fois dans sa carrière. Voilà pourquoi on se prépare, on s'évalue. Ce jour-là, à l'Institut national du sport, on croise l'élite de l'escrime mondiale, à commencer par lui, Enzo Lefort, 22 ans et déjà numéro 9 mondial, un sourire de gosse et des rêves plein la tête. C'est l'épreuve organisée par mon club, le Melun Val de Seine. Et après, c'est un plateau très relevé. Donc voilà, on peut dire les 8 meilleurs escrimeurs mondiaux du moment. Et donc oui, ça peut être une bonne épreuve de préparation avant les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et les choses semblent plutôt bien engagées, avec un début d'année couronné d'une victoire au Challenge international de Paris. Malgré une blessure à la rotule, ses assauts sont toujours aussi affûtés. Enzo prend aussi du galon en équipe de France, malgré sa jeune expérience. Il a toujours ce petit regard un peu enfantin, il découvre à chaque fois les choses, même en compète, alors qu'il sait comment ça se passe, mais il découvre à chaque fois, donc ça c'est vrai que c'est agréable. J'ai pas mal de sautes de concentration durant le match, du coup j'arrive pas à rester constant durant tout le match. Donc c'est sur ça qu'il faut vraiment que je bosse et ça passe par une rigueur à l'entraînement, de tous les jours une concentration accrue. Si vous voulez que votre adversaire implose, c'est ici que l'aventure a commencé. Le cercle d'escrime Melun-Val de Seine est un peu la référence en matière de détection et de formation. Et si cette salle d'armes de l'Est francilien est devenue une fabrique de champions, ce n'est pas par hasard. Petrouchka, Bochery, Revenu, tous ces sportifs ont participé à l'épopée du fleuret français. 5 Coupes d'Europe, tous de Melun. Il faut aussi faire venir des tireurs pour stabiliser le haut niveau. Mais c'est ce qui permet de former et de donner des perspectives aux jeunes. Et justement, quoi de mieux qu'un spectacle réunissant les 8 meilleurs mondiaux? L'an dernier, 2 Français occupaient les plus hautes marches du podium. Enzo Lefort en faisait partie, mais après tout, avec un nom pareil, rien de surprenant. Et pour terminer, un mot de basket. C'est ce soir à 20h30 que le Paris-Levallois reçoit l'équipe de Villeurbanne pour la 27e journée de Pro A. Les Parisiens entendent s'imposer après la défaite du match aller. Une victoire permettrait de faire une bonne opération au classement en vue de se qualifier pour les playoffs. Et il est temps de retrouver, comme chaque vendredi, un nouveau numéro de Capital Culture. Avec vous, Jean-Laurent Serra, bonsoir. Bonsoir, Jean-Noël. Vous en avez pris la coiffure. Nous allons commencer avec les moines Shaolin qui ont pris résidence à Montmartre, dans le quartier de Montmartre. Sauf qu'ils ont la tête beaucoup plus dure que moi. Oui, ils sont coiffés comme vous. Exactement, mais vous verrez, ils ont vraiment la tête dure. Imaginez la technique donc de Bruce Lee avec une grande dose de spiritualité. Les moines Shaolin sont en fait les gardiens du temple, des moines rompus au combat qui pratiquent le kung-fu original depuis le 6e siècle. Ils sont en représentation au théâtre Le Trianon jusqu'au 13 avril avec Daniel Petit-Cono qui signe les images. Nous les avons rencontrés pour une démonstration sans trucage et vous verrez, ils ont vraiment la tête dure. Petite séance de tai chi au pied du Sacré-Cœur. Tout un symbole pour ces moines guerriers originaires de la province du Renan, berceau des arts martiaux et centre spirituel de la Chine. Le tai chi et la méditation sont les bases du kung-fu que nous pratiquons quotidiennement. Nous méditons 2 heures par jour. C'est obligatoire. Le kung-fu, c'est toute notre vie. Et nous sommes très fiers d'être des moines Shaolin. Héritiers de plus de 1500 ans d'histoire et de tradition, les moines Shaolin sont adeptes du bouddhisme zen, une philosophie créée par Bodhidharma, un moine indien à l'origine du kung-fu. Et c'est cet art de l'autodéfense que ces moines dévoilent en spectacle. Une pratique qui privilégie le contrôle du corps par l'esprit et qui leur confère de mystérieux pouvoirs. Barre de fonte ou bâton de bois, rien ne leur résiste, même pas mal. Leur secret s'appelle le chi, une énergie vitale qui coule dans le corps. Le chi part du ventre. Je peux déplacer cette énergie, la concentrer sur une partie du corps. C'est un long travail que je pratique depuis près de 10 ans. Les moines Shaolin ne s'étaient pas produits à Paris depuis plusieurs années. Un bon moyen de vivre en vrai et sans trucage des combats
comme au cinéma. C'est dur, Jean-Laurent, je suis sûr que vous faites pareil. Non, je peux pas, vraiment pas. Allez, dans un tout autre style, les 40 ans de l'Orchestre National d'Île-de-France. 40 ans et toujours cette même flamme, cette même passion de transmission. L'Orchestre National d'Île-de-France, dont les missions sont de rendre accessible le répertoire classique au plus grand nombre, fête cette année son anniversaire. 110 concerts dans toute la région sont prévus pour célébrer l'événement. Avec Norbert Cohen qui signe les images, nous avons assisté à la répétition d'un projet qui concerne l'orchestre et des enfants. Dans la fosse, les 80 musiciens de l'Orchestre National d'Île-de-France. Sur les gradins, 200 élèves non musiciens issus des écoles de Villacoublay et de Vélizy. C'est la deuxième fois que les professionnels répètent avec les enfants avant le grand concert prévu en public ce soir. Évidemment une satisfaction, elle n'est pas du même ordre que quand on travaille avec des professionnels évidemment, mais il y a une marge de progression qui est beaucoup plus importante. Donc voilà, et puis on se dit que peut-être on éveille des vocations, on ne sait jamais, même s'il n'y en a qu'un ou deux. Entre les conférences, les ateliers pédagogiques et les concerts participatifs comme celui-ci, l'orchestre organise 70 actions sur toute l'Île-de-France. 10 000 enfants sont ainsi invités chaque année à découvrir le répertoire classique et la réalité de la vie d'un orchestre. À un moment, mon pied il a tremblé tellement, c'était fort et c'est très joli. Il y a certains chants où à la fin t'as plus de voix, t'es quick et tes jambes pareil. Donc, mais tout ça, c'est quand même magnifique. Un travail rigoureux qui commence en fait à l'école 6 mois auparavant. À Aulnay-sous-Bois, par exemple, un autre projet rassemble chaque semaine pendant 1h30 les enfants et leurs professeurs. Alors on va chercher la deuxième note. Ça fait du bien. C'est ici que je chante l'opéra et j'entends l'opéra. Et je suis déjà parti regarder un concert d'opéra, j'ai adoré. Depuis sa création il y a 40 ans, l'Orchestre National d'Île-de-France aura bercé des milliers d'enfants sur des airs classiques, une sacrée partition. Allez Jean-Laurent, avant de se quitter, une dernière idée de sortie avec les framboises frivoles. Vous les avez goûtées? Non, heureusement. Parce que non, mais elles sont délicieuses, les framboises frivoles. Mais derrière ce nom se cache surtout le talent de 2 musiciens qui, depuis plus de 20 ans, chantent des aventures musicales rocambolesques, souvent inspirées par la musique classique. Ils sont au Théâtre des Bouffes parisiens jusqu'au 27 avril avec leur nouveau spectacle Delicatissimo, donc à goûter sans... tout le temps. Un extrait. Then where am I to go? There's no one home but you. Merci Jean-Laurent, à la semaine prochaine. Et il me reste un petit peu de temps pour vous donner les invités du week-end dans La Voix est libre. À 11h25, Laura Massis recevra la romancière Madeleine Chapsal. Dans le journal de la mi-journée, dans Samedi Politique, nous accueillerons le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin. Et puis dans le 19-20, Dominique Besnéard sera avec nous pour son livre de souvenirs. C'est ainsi que se referme cette première partie du 19-20. Je passe tout de suite le relais à Catherine Matauche pour l'actualité nationale et internationale. Et j'aurai bien sûr le plaisir de vous retrouver demain dès midi. Passez une très belle soirée et un bon début de week-end. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Bonsoir, premier jour des vacances demain et pour ce premier jour, un indice de pollution moyen pour la région parisienne, indice 65 avec entre 40 et 50 microgrammes par mètre cube d'air de ces particules bien plus fines qu'un cheveu et qui arrivent à pénétrer dans nos appareils respiratoires. Retrouvez la météo avec Usine Center, centre de marque. Bonsoir, l'atmosphère sera peut-être